Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste tous les jours à 12h00 sur la chaîne principale DMG TV. Sur YouTube, on poste à 12h00. Sur la deuxième chaîne qui est celle des histoires mystiques exclusives, on poste tous les 15h une histoire exclusive. Et sur la troisième chaîne qui est celle du backup, juste pour pouvoir avoir une sécurité de nos vidéos, que si jamais on paye la première chaîne, deuxième chaîne, on sera au moins là pour récupérer. On a DMG TV backup qu'on poste tous les 13h30 les anciennes histoires. Et donc, abonnez-vous sur toutes les chaînes. DMG TV YouTube. On a DMG TV pour les directs, c'est sur TikTok à 20h00 les mercredis et vendredis. Voilà. Et on a aussi une chaîne Facebook qui est DMG TV. Suivez-nous aussi là-bas. Et donc, aujourd'hui, on va écouter plusieurs histoires. Je vous invite à liker, commenter, partager. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Surtout, laissez un like pour donner la force au mouvement. Voilà. On va écouter la première histoire. Bonjour DGM TV, bonjour la famille DGM TV. Et je suis revenue encore avec une autre histoire. C'est une histoire d'une dame qui vivait dans un quartier qu'on surnomme Samba. Il vivait là-bas en location. Voilà, sur nous, on dit Sylvaterium. Et c'est une cour avec beaucoup de portes. C'est une cour unique avec beaucoup de portes. Ça peut atteindre 5 portes, 6 portes. Ça peut atteindre jusqu'à 7 portes même. Donc, la femme vivait dans un sylvaterium avec ses 2 enfants. Donc, la femme est partie au village aller ramener une petite fille pour l'aider dans les tâches ménagères. Et la femme est une commerçante, elle vend. Si elle part au marché, il laisse son enfant l'aîné avec la petite. C'est la petite qui regarde l'enfant pour qu'il puisse partir au marché. Donc maintenant, la femme est partie au marché, laisser les 2 enfants. Et puis, il y avait aussi 3 hommes. Il y avait 3 hommes aussi, 3 garçons qui vivaient là-bas aussi avec la dame. Donc maintenant, quand la femme est partie, les 3 hommes, un s'est sorti, dit à la fillette d'aller payer, donner l'argent à la fillette d'aller payer quelque chose à la boutique à mener. Quand la fillette est partie, ils ont pris l'enfant de la dame, rentré dans leur chambre, égorger l'enfant, mettre le sang dans un canari et puis découper l'enfant, mettre dans un sac. La femme est revenue du marché à 14h. Il a demandé la fillette dit qu'eux ils ne sont pas sortis. C'est tonton seulement qui l'a envoyé à la boutique d'aller payer quelque chose à mener. Lui, elle a laissé l'enfant et puis parti pour aller payer. Quand elle est revenue, il n'a pas trouvé l'enfant. Elle a cherché l'enfant en vain. Et puis la dame s'est sortie, commencer à chercher son enfant. De 14h jusqu'à 17h, on ne trouve pas l'enfant. Et puis maintenant, il a demandé, voisin, tu n'as pas vu mon enfant? Et puis le voisin dit, il était ici, ça n'a même pas duré. La femme dit, comment ça? Mon enfant était ici, ça n'a même pas duré. Je suis venue depuis 14h, je cherche mon enfant. Il est 17h, tu me dis que l'enfant était ici, ça n'a même pas duré. Comment ça? Voisin, mon enfant est chez toi. Et tout le monde s'est rentré. Quand on est rentré, on a trouvé un canari déposé avec du sang et puis un sac attaché déposé. Les gens sont immobilisés, ils ont ouvert le sac, ils ont trouvé que non, c'était l'enfant qu'on a découpé. Mais dans le sac. Et puis on les a tabassés. Jusqu'à 2 ont perdu la vie. Et puis les policiers sont venus les ramasser un là parti. Et puis voilà, c'est mon histoire. Ça c'est.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Ok, je reviens encore avec l'histoire. Une histoire qui s'est passée. Vraiment, c'est une histoire vraie qui s'est passée devant moi. C'est avec moi-même l'histoire s'est passée. Donc, comment ça s'est passé? Je vivais dans la capitale économique de Nigeria, Abuja. Et j'avais mon atelier aussi dans un quartier là-bas. Donc, il y avait une église qui était ouverte quelque part. Que on partait. Bon, c'était genre en fondation, mais la fondation, ils ont mis des bétons et puis on va dessus, on met des bâches et puis on commence à prier. Avant même que, alors là même la construction est déjà sortie de terre. Donc, à chaque fois, j'invite les gens pour aller avec moi parce que moi, dans mon atelier, je recevais tellement d'attaques que il me fallait être trop bien collé avec Dieu, il faut prier beaucoup. Donc, je cherchais au moins un point m'abriter. Donc, je partais à chaque fois à la veille de prière. Donc, en partant aussi, j'invitais les gens. Soit mes apprentis, je peux inviter au moins 4 d'entre elles. Ou bien, bon, certains amis du quartier, je paye ton transport, je paye ta nourriture. C'est-à-dire que même tes offrandes aussi, je vais payer. C'est-à-dire que je te mets à l'aise pour que tu aies l'envie de repartir. Donc c'est comme ça. Un vendredi, j'ai pris mes apprentis, on était environ 4 des filles, et puis moi, ça fait 5. Donc on était dans une voiture, les voitures communes là. On était dans une voiture. Et il y a un jeune homme qui faisait tellement de bruit, on partait. L'endroit, on appelle ça à Doucé. On partait à Doucé. Donc, il y a un jeune homme qui faisait tellement de bruit dans la voiture. Et les filles là ont commencé, parce que lui, il taquinait les filles. Oh, il avait un sérieux problème, il taquinait les filles aussi bavardaient sur lui qui n'est qu'à arrêter de faire des bruits. Et c'est là, moi, je leur ai dit que, bon, chacun a son problème, vous là, calmez-vous. On ne sait pas où chacun va. Donc, nous, on sait où on va. Lui aussi, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il agite comme ça. Donc, souvent, il y a des choses comme ça qui arrivent. Il veut attirer la bouche des gens et puis bon, il aura quelque chose et puis vous allez avoir certains malheurs. Puis on s'en va à la prière. Donc, soyez calme, soyez concentrés. C'est comme ça le jeune homme disait que lui-même là, où il est là, il ne sait pas ce qu'il arrive, il s'en va quelque part, lui il ne sait pas s'il va vivre encore, tout ça. Moi, la parole m'a paru un peu bizarre, que lui il ne sait pas, ça fait pratiquement 2 semaines que quelque chose l'arrive, il ne sait pas. Il a un mal de ventre là, il ne sait pas qu'est-ce qu'il arrive. Ça, il a dit, tu as un mal de ventre, nous c'est à l'église, on s'en va. Allons là-bas, il dit, affaire d'église là, lui n'est pas dedans, il sait pas, il cherche solution à son problème. Donc quelqu'un l'a indiqué quelque part à d'où c'est où on s'en va là, qu'il s'en va, il veut aller voir la dame, qu'il faut qu'il parte parce que lui-même là il n'a pas d'argent, c'est transport aller seulement il a, mais il veut aller croiser la dame, il ne sait pas comment il va revenir, mais il faut qu'il parte parce que c'est un problème vraiment sérieux. J'ai dit mais on s'en va, bon, ce qui est là, il faut laisser, le lendemain tu vas partir, moi-même je vais te donner le transport, tu vas aller chez la dame, mais allons à la veille là. Si on s'en va à la veille, moi je vais payer. Il dit non, lui n'a pas l'argent pour partir. Il dit bon, moi je vais payer ton transport, je vais payer l'argent que tu vas prendre pour te retourner, donc faut pas t'en faire, donc allons. Il dit non, tu es sûr? Il dit oui. Donc les apprentis disent que oh laissez-le, c'est un bavard, c'est des gens comme ça là. Il dit mais on ne sait jamais, c'est-à-dire que chaque chose, Dieu fait chaque chose à son temps. Donc ces gens de trucs là, ça arrivait peut-être que c'était une chance aussi pour que Dieu le sauve. Donc laissez vos discours là, allons-y. Donc c'est comme ça.
Le gars, on a essayé de le convaincre. J'ai payé son transport même où il a payé. Il a dit merci, merci, grand frère, merci, grand frère. C'est comme ça, il a été convaincu. Je lui ai donné une petite somme pour qu'il attrape. Ça, les frères lui ont dit, faut pas prendre l'argent, tu vas disparaître. On dit d'aller à l'église. Donc c'est comme ça, ils ont commencé à le taquiner. Et c'est comme ça, on est rentré à l'église. On est rentré à l'église, il n'était pas concentré, il était derrière, il était un peu agité d'une manière. Souvent, je me lève, je le regarde. Et souvent, il fait semblant de prier. Souvent, il sort dehors, genre comme s'il s'en va pisser. Souvent, jusqu'à ce que on a prié jusqu'à ce que 5 heures arrive. Donc 5 heures arrivé, le pasteur dit bon, tout le monde n'est qu'à venir devant, on va faire la grâce pour que chacun aille chez lui. Donc on est qu'à commencer à prier. Et prier et chanter les louanges et puis prier. Donc c'est comme ça, nous tous on avait commencé à chanter, prier. Un coup le pasteur a dit bon, on n'est qu'à faire la grâce. Donc on a commencé à faire la grâce. Après la grâce, le pasteur a stoppé. Il a dit bon, il y a un jeune homme qui est dans la salle. Il vient de Kogi State. C'est-à-dire que Kogi, c'est l'endroit où il vient. Il vient de Kogi State. Et s'il quitte ici sans qu'on prie pour lui, c'est son dernier jour. Nous tous, on s'est commencé à regarder parce que nous aussi, on ne savait pas où le jeune homme, dans quelle ville il venait. Donc le pasteur a dit Kogi State. Donc nous, on ne sait pas où il vient. Et le monsieur aussi, le jeune homme aussi, je ne connais pas son nom. Et comme le jeune homme ne venait pas, il a dit son nom. Si je me rappelle bien, John. Quand il a dit John, le jeune homme a dit que c'est lui. Et il est revenu. Maintenant, le pasteur a demandé qui l'a invité. C'est là que le jeune homme a pointé. Et le pasteur m'a dit de venir devant. Donc je suis venu. Il dit où tu le connais? Je dis je ne le connais pas. On s'est croisé dans la voiture. C'est là que je l'ai invité. Il dit mais tu l'invitais, il ne voulait pas venir. Tu l'as même convaincu, lui, dit que tu vas payer son transport, tout ça pour qu'il vienne. Je dis oui. Je dis c'est Dieu qui va te venir. Donc pour l'église, n'ont qu'à prier pour moi. Donc c'est comme ça l'église a prié. Je dis bon, je vais te dire quelque chose. Dans ta famille, il disait au jeune homme, dans ta famille, vous êtes environ 5. 3 garçons, 2 filles. Et tu es le plus petit des garçons. Et aussi, tu as tes oncles, tu as de la famille. Mais dans ta famille, personne n'a construit. Et tu es le seul qui a pu construire. Et tu as construit, tu as invité tes oncles, tout le monde pour venir manger, célébrer, puis faire l'ouverture de maison. Quand ils ont fait l'ouverture des maisons, tes oncles ont trouvé que tu veux te moquer d'eux. Donc, après l'ouverture de la maison, tu as fait un rêve. Dans le rêve, ils ont tiré sur toi. Il dit oui. Et à partir de là qu'ils ont tiré sur moi, j'ai commencé à développer. Ça fait 2 semaines même que j'ai fait le rêve, mais mon ventre, je ne sais pas comment je vais m'arranger. Donc ça me fatigue. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc on m'a indiqué les points, je suis parti à l'hôpital, j'ai dépensé fatigué. Alors là, je n'ai même plus d'argent même pour payer les médicaments. Donc on m'a indiqué une dame à Doucet ici. Donc c'est comme ça, je venais, j'ai croisé, j'étais en train de me discuter avec des filles et ce monsieur-là a dit qu'il m'invite à l'église. Et c'est comme ça, il m'a invité à l'église et c'est comme ça que je suis là. C'est ta chance. C'est Dieu, vraiment Dieu t'aime. Sinon que si tu ne venais pas ici, même ils ne pensaient pas que demain même allait t'arriver. Alors c'est comme ça, il a dit, tout le monde à l'église n'a qu'à tourner la main sur lui et prier pour lui. On a commencé, nous tous à prier pour lui. Et le pasteur aussi a mis sa main sur lui, a commencé à prier pour lui. Automatiquement, le petit a commencé à vomir. Il a commencé à vomir.
sang, vomit la balle, c'est-à-dire qu'une balle d'un pistolet, la vomit une balle dans sang coagulé, vomit ça par terre. La balle réelle, on a vu balle de au moins, comment on peut appeler ça, une pistolet de 12 coups. Donc il a vomi la balle et c'est comme ça. Nous tous on était vraiment stupéfaits, on était vraiment étonnés. Et c'est comme ça on a vu la gloire de Dieu. Et j'étais vraiment heureux, content du geste que j'ai fait et aussi que Dieu m'a utilisé pour au moins sauver un être humain. J'étais vraiment fier de moi et j'étais content. Et voilà l'histoire, comment ça s'est passé. C'est comme ça, le mot de vente du monsieur s'est calmé drastiquement. C'est-à-dire qu'après qu'il a vomi la balle, et le pasteur lui a donné des instructions. Voilà. Il n'est qu'à éviter, même s'il va dans la maison, voilà ce qu'il doit faire, Mais il n'est qu'à éviter d'aller fréquemment au village. Sinon, eux, où ils sont là-bas, là, ils attendent qu'ils envoient son corps dans ces 2 jours-là. Et ils attendent son corps pour aller faire l'enterrement. Maintenant, ils savent ce qu'ils ont fait. Donc, ils attendent qu'il meure et les gens envoient son corps et ils vont l'enterrer dans la maison que lui, il a pris pour venir se moquer d'eux. Donc, c'est comme ça le jeune homme a été sauvé. Vraiment que Dieu nous garde. Merci DMG pour l'ouverture d'esprit que tu nous donnes. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Aimer, partager, liker pour qu'on puisse sensibiliser. Vraiment c'est important. Je ne voudrais pas que ton bonheur puisse être le fâché de quelqu'un. Quelqu'un voit ton bonheur puisse être fâché. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 3e histoire. Bonjour DMG TV, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien et que tout le monde se porte bien. Alors DMG, il y a longtemps que je te suis, il y a vraiment longtemps que je te suis. Je fais cette note depuis la Côte d'Ivoire, je suis ivoirienne. Donc, l'histoire que je vais raconter, j'étais dans le car, bon, je peux dire les villes, qui est au Maudit pour Abidjan. Et puis, dans les cars en Côte d'Ivoire, ici, il y a des vendeurs en fait de médicaments traditionnels, tout et tout. Et c'est le vendeur en fait qui expliquait l'histoire. Et donc, il dit qu'il était dans un pays, je ne sais plus, peut-être Cameroun, je crois bien, parce qu'il a dit qu'il était dans le train. Et puis, il vendait des médicaments. En fait, il voulait dire aux gens de se réveiller du car, parce que les gens dormaient quand il faisait son exposé de vente. Voilà. Donc, il dit qu'il était dans le car et quand il parlait, il y a des gens qui dormaient. Du coup, il n'a rien dit. Enfin, il faisait son exposé, tout et tout. Ceux qui voulaient suivre, suivaient. Quand le train est arrivé à un point d'arrêt, le train s'est arrêté et des passagers sont descendus. Et il y a un monsieur qui est monté avec son sac. C'est pas mon histoire, hein, je répète, c'est l'histoire c'est le monsieur qui expliquait. Il y a un passager qui est monté avec son sac. Une fois dans le car, il a pris, il a mis le sac à côté et il s'est assis à côté d'une jeune dame albinos. La jeune dame dormait. Et pendant que, vu qu'il a arrêté, le vendeur de médicaments était arrêté en train de faire son exposé, il voit que le monsieur qui vient de monter coupe les cheveux un peu des cheveux de la fille albinos et il met dans son sac. Du coup, comme c'est dans un train, on est en Afrique, tout et tout, pour ne pas trop faire l'agitation, il s'est approché du monsieur et puis il lui a dit, monsieur, vous venez de couper les cheveux de la jeune dame albinos là pour mettre dans votre sac. S'il vous plaît, enlevez et puis déposez. Faut pas que je crie et puis ça fasse un tohu-bohu, on va dire ça comme ça. Donc, le monsieur enlève 40 000 francs de la poche et il lui remet pour lui dire, et puis il lui dit, pardon, faut pas dire, ça fait rien, tout et tout. Donc, il n'a pas parlé. Il est allé devant encore, continuer son exposé. Quand il arrive devant, il dit, quand vous montez dans les cars, je vous dis de ne pas dormir, tout et tout. Voilà le monsieur qui est assis derrière, vient de couper les cheveux de la jeune dame. Donc, tout le car a commencé à faire. Oh. Le chauffeur s'arrête à un niveau où il y a la police. Du coup, comme ça a commencé à faire le tapage dans le car, les policiers sont montés. Et puis, ils ont demandé qu'est-ce qui se passe. Le vendeur de médicaments
explique ce qui s'est passé. Donc, quand il expose le problème, tout et tout, on dit au monsieur d'ouvrir son sac. Il était hésitant. La police a arraché le sac. Et ils ont ouvert le sac, ils ont versé. Il y avait des membres, des parties de corps humain, les oreilles d'un enfant, les membres, en tout cas des membres, un pénis, des trucs comme ça. Et donc, ils ont attrapé le monsieur et puis bon, voilà, il est parti. La dame a récupéré ses cheveux. Elle a commencé à remercier le monsieur. Et à la fin, il dit qu'il a partagé l'argent. Il a donné 20 000 à la dame et il a gardé les 20 000 parce que ce n'était pas ses cheveux, il n'allait pas avoir l'argent. Donc, c'était un peu ça l'histoire. Je ne sais pas si c'est mystique, quel conseil prendre. Moi, en tout cas, je ne dors pas dans les cas quand je voyage. Sincèrement, je n'aime pas dormir. Et quand on me propose quelque chose, je ne prends vraiment pas. Donc, c'était ça. Merci beaucoup. J'espère que j'ai bien raconté. C'est la première fois que je monte expliquer des histoires. Merci. Portez-vous bien. Likez, partagez surtout. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonjour la famille DMGTV. Bonjour à DMGTV. Plus de bénédictions sur toute la famille et salutations respectueuses. Monsieur l'homme de l'homme, tonton Alex, tous les participants, les narrateurs, Sagesse de Paul, Zé la Panthère, s'il te plaît Zé la Panthère, viens alors nous raconter les histoires. Et tous les autres participants, donc vraiment merci beaucoup pour toutes vos histoires. Nos frères gabonais qui nous gâtent, ivoiriens, sénégalais, en tout cas tous. Il y a la maman africaine là, c'était encore qui là, African Queen, ou je ne sais pas comment ça s'appelait. Vraiment merci. Donc, je vais vous raconter aujourd'hui une histoire. Ça, c'est une histoire qui m'avait été racontée, ou bien qui nous avait été racontée par un collègue gambien. C'était dans une faculté de médecine en Europe. Alors, généralement, pendant les pauses ou bien pendant que nous travaillons parfois, nous tapions souvent les commentaires. Donc, c'est là que j'ai vraiment compris que la sorcellerie, j'ai commencé à méditer sur le mysticisme parce que je me suis rendu compte que le mystique était vraiment planétaire en fait, peut-être même intergalactique parce que il y avait mes copines Véronique de l'Équateur, elle raconte des histoires qui se rapprochaient au truc de vécu de l'Afrique. Il y avait Miguel de la Bolivie, racontait aussi des choses vécues par ses parents qui ils avaient l'élevage de vaches dans la forêt. Il y avait Oudjine de la Mongolie. Elle nous raconte. En fait, il y avait tellement d'histoires. Franchement, quand tu les écoutes, tu te demandes, mon Dieu, attends, ça c'est la blague ou quoi? C'est la blague ou quoi? Il y avait ma copine kenyane. Là. En fait, le mysticisme, la sorcellerie interplanétaire. Bon, quand je dis sorcellerie, je veux parler de la spiritualité, le mysticisme, parce que ce n'est pas tout qui est négatif. Il y a aussi, nous avons constaté ici, il y a ceux qui connaissent les secrets de la nature, des plantes et tout ça pour soigner. Donc, c'était vraiment fantastique. Alors, qu'est-ce que notre collègue nous raconte? Il nous raconte que dans ses 14-15 ans comme ça, il adorait aller en vacances au village. Généralement, ses parents les déposaient. Et puis après, les parents... après quelques jours comme ça, 1 semaine à 2 semaines, les parents rentraient en ville et le laissaient passer les vacances. Il aimait vraiment parce que son grand-père, c'était son bad complice. Alors, son grand-père avait des champs et il avait aussi des animaux, les petits animaux, dont moutons, chèvres, comme ça. Et dans leur village, le grand-père avait des bergers. Et dans leur village, les bergers, généralement, les propriétaires de trucs d'élevage et tout ça, il y avait des enclos hors du village dans lesquels les bergers allaient généralement parquer les animaux. Et bien sûr, c'était payé parce que ces gens-là faisaient ces enclos-là ils avaient des gardiens et tout ça. C'était pour que les animaux aillent déposer leurs animaux et puis on prend soin de leurs animaux. Alors, un soir, il était allé avec les bergers, maintenant il rentrait, mais il était avec ses amis. Alors, pendant qu'ils sont en train de rentrer, il y a des chants de part et d'autre, de la route, bien sûr. De temps en temps, tu vois des gens qui sortent de leur champ, d'autres sont en train d'entrer. Peut-être ils ont découpé des choses et tout ça. Ils ont récolté certaines choses pour le souper du soir et ils allaient récupérer tout ça.
Alors, pendant qu'ils sont en train de rentrer, les amis, bien sûr, étaient en train de raconter aux citadins, celui qui est venu de la ville, on lui raconte les histoires du village, non, les histoires mystiques et tout ça. Et pendant qu'ils sont en train de raconter, à un moment, on lui dit que, mais est-ce que tu sais même que parmi les gens qui sont en train d'entrer et sortir des champs là, il y a ici au village, il y a ceux qui sont en train de rentrer des champs, ils rentrent au village, mais il y a ceux que c'est leur journée qui est en train de commencer parce que le soir tombait déjà, leur journée est en fait en train de commencer. Eux, ils sont en train d'aller au champ. Le gars dit comment ça, ils vont au champ, comment ils vont au champ la nuit? On dit que non, c'est parce qu'il y a les êtres humains et il y a d'autres êtres qui sont maintenant avec nous là. Nous sommes en train de nous rencontrer là où nous sommes. Il dit pardon, les gars disent que oui. Il dit que mais comment ça vous savez, comment est-ce que vous connaissez tout ça? Le gars dit que si tu es prêt, on peut te montrer certaines choses. Le gars, bien sûr, gars, ouais, montrer, c'est quoi? On dit que tu n'écris pas, tu ne parles pas, tu ne dis rien. Non, gars, montre-nous, montrer. Les gars avancent un peu, ils arrivent quelque part, ils s'arrêtent. Tu vois comment ses amis regardaient des deux côtés de la route. Ils regardaient. À un moment, ils regardent un côté, ils disent que, ok. Viens, alors ils se mettent en demi-cercle un peu devant lui, un peu comme si tout ça, comme s'ils étaient en train de parler. Ils parlaient doucement là, ils disent que bon, tu vois ceux qui sont en train d'arriver là derrière. Dès qu'ils arrivent près de l'arbre, l'arbre qui était à je ne sais pas combien de mètres, tu fais comme si tu es en train de regarder quelque chose à terre, tu te baisses. Et quand tu te baisses, tu regardes entre tes jambes, tu les regardes, mais entre tes jambes. Le gars dit quoi? Il dit que lui fait le gars se baisse. Le gars fait dès qu'il voit les gens arriver près de l'arbre, le gars se baisse, il regarde. Il dit, my sister, you will not know fear until you see what I saw. Il dit, ce que j'ai vu, tu ne connaîtras pas la peur jusqu'à ce que tu vois ce que moi j'ai vu ce jour-là. Il dit que quand il a regardé, il a senti qu'on lui arrachait le cœur. Il s'est levé et en même temps, pendant qu'il se levait subitement, il était aussi en train de bondir en avant, donc il voulait fuir. Et il a trébuché, il est tombé. Il dit, I smashed my face on the ground. Donc il a frappé son visage au sol. Ses amis, là, seulement senti comment ses amis étaient en train de le tirer vers le haut, donc le soulever. Et au lieu de dire, ok, tu t'es blessé, tu es en train de saigner du visage, tu t'es blessé et tout ça. Les gars prennent, il y avait un qui avait son tricot, non, se jetait sur l'épaule. Il sent seulement comment quelqu'un met son tricot sur son visage en fermant sa bouche en même temps. Il dit qu'il sentait qu'il allait hurler. Il y avait un hurlement dans sa gorge. Il allait hurler. On allait entendre au bout du monde. Celui-là ferme, il dit ne crie pas, ne bronche pas, ne fait. Et pendant ce temps, on le tirait seulement vers l'avant. Il se sentait seulement transporté. Ses amis le transportaient presque. Ils ont vite marché avec lui. Ils arrivent dans... Et maintenant, tout ce que je raconte là maintenant, ce sont ses amis qui lui ont raconté après ce qui s'est passé. Parce que lui, il dit que dans sa tête, c'était comme un brouillard, comme s'il était tombé dans un trop profond brouillard. Mais en même temps, il y avait un capharnaüm pas possible. Donc, c'était comme si tous les bruits du monde s'étaient rassemblés dans sa tête. Donc, il était en train de devenir fou, en fait. Ses amis maintenant l'ont emmené, racontent qu'ils l'ont emmené dans la concession. Sa mère qui était dans la cour, elle s'est mise à crier. Le grand-père et le père sont sortis. Ils ont rapidement demandé ce qui se passait quand ils ont vu le sang sur le tricot du gars et tout. Et le gars fermait toujours sa bouche, l'empêchait de crier. Apparemment, ce cri-là était très important. Il fallait absolument pas qu'il crie. Le grand-père a compris ce qui se passait. Quand on lui a raconté, il est allé rapidement dans la maison. Il est venu, il s'est mis à oindre son petit-fils avec une huile. Et pendant ce temps, il disait, allons à tel endroit. Pendant qu'ils étaient en train de courir en route pour aller maintenant chez il y a un vieux papa là qui était un praticien, connaissait les secrets et tout ça. Pendant qu'il courait, le grand-père était toujours en train de parler. Donc, il parlait en langue et il essuyait son fils. Il parlait, il mettait les trucs, il essuyait sur lui. Ils arrivent maintenant là-bas, rapidement, le grand-père dit au vieux papa ce qui s'est passé. Le vieux papa demande aux deux parents d'entrer dans la maison principale, de fermer la porte, la fenêtre, de ne pas sortir, sous aucune condition de ne pas sortir, ne pas ouvrir la porte, même si c'était lui qui reste devant la porte et écrit que ouvrez la porte. N'ouvrez pas jusqu'à demain matin. Et ils sont allés derrière la maison. Il y avait sa cuisine traditionnelle. Il les a fait entrer dans la cuisine traditionnelle. Il y avait le charbon ardent là. Rapidement, il a rajouté du bois, il a posé,
Il a fermé la porte. Tout le monde est entré. Il a dit, tout le monde, c'est jusqu'à demain matin qu'on ouvre la porte ici. Il a fermé la porte. Il a ravivé le feu, le charbon Adam qui avait ravivé le feu. Il s'est mis à jeter des herbes en parlant. Il jette, il parle, il jette, il parle. Tous les enfants leur ont demandé de s'asseoir autour du feu. Il jetait les herbes, il parlait avec la fumée qui sortait. Les amis disent qu'ils étaient étouffés, les larmes, larmoyants et tout. On jetait seulement les herbes. Il a pris une marmite. Pot of clay, c'est quoi encore là? Marmite de terre, marmite en terre cuite là. Il a posé au feu, il a mis de l'eau à l'intérieur, il mettait des herbes et il parlait. Et il a ajouté encore d'autres herbes dans le feu directement parce qu'il fallait apparemment que la fumée là englobe toute la case. Et puis le papa là, et pendant ce temps, son grand-père aussi était en train de parler, il était debout près des enfants, il parlait. Le papa maintenant, lui, il est dans tourne dos, il va devant la porte de la cuisine. Il se place là devant, il se met à parler. Il parle, il parle, il parle. Ils disent qu'à un moment, ils ont entendu comme si un troupeau était en train de foncer sur la maison. Ils sont restés. Les gars là ils étaient, en tout cas, ils étaient morts et enterrés. Ils étaient déjà en train de dire gone so soon. Donc mort très jeune. C'était en train de dire gone so soon. Donc notre grand-père était devant la porte, il parlait, c'était apparemment des invocations, des incantations, il parlait, et de temps en temps il disait que il trébuchait comme si une force, quelque chose l'avait poussé violemment, il trébuche comme ça, mais il se remet devant la porte, il écarte les jambes, il parle. Pendant ce temps, son grand-père parlait aussi. Ils disent qu'en fait, ils ne savent même pas combien de temps est passé, peut-être 1 heure, peut-être 2 heures, ils ne savent pas. Parce que là où ils étaient déjà en train d'écrire leur truc mortuaire. Ils étaient déjà en train de dire que voilà, mais je vais mourir ici. Nous ne savons même pas ce que nos parents vont dire. Ils ne savent même pas ce qui s'est passé, ce que nous avons fait. Ils étaient tellement désolés aussi. Ils regrettaient d'avoir demandé à leurs amis de faire cette expérience. Là, ils n'étaient pas prêts. Donc, chacun avait ses idées. C'est plus tard qu'en racontant, chacun a dit ce qui s'est passé dans sa tête. Le grand-père qui est devant la porte, là, à un moment, c'est comme si quelque chose a frappé. Donc, frappé un peu comme si ça a frappé de tous les côtés la case. Boum! C'est comme ça, frappé de tous les côtés la case. Et puis, tout s'est arrêté. Un calme pas possible. Et ils ont commencé à entendre les oiseaux, les petits oiseaux là, donc, un peu comme si les oiseaux vont déjà dormir. Ils ont alors su que la nuit doit être tombée dehors. Le grand-père continue à parler. Il n'est pas quitté là. Pendant un bon bout de temps, il était toujours devant en train de parler. Leur grand-père aussi. Puis le grand-père là vient, il prend l'eau qu'il y avait, il prend la marmite là, il met dans une autre big pot of clay, une autre grande jarre en terre cuite. Il verse l'eau là à l'intérieur, il prenait l'eau dans une autre jarre, apparemment c'était l'eau fraîche, l'eau froide, il versait, il augmentait, et puis après il leur a demandé de rapidement se lever, de se déshabiller. Ils se sont tous déshabillés comme quand ils sont sortis devant de leur mère. Le monsieur a pris une branche, il trempait il y avait les feuilles, il trempait dans l'eau là, il tapait sur eux en faisant le tour, en parlant, il tapait partout, la tête, les trucs, il tape, il les mouillait correctement. Il dit que même la plante des pieds soulevée, il parle. Et puis après, ils sont restés là. Après, il leur a demandé de se rasseoir autour du feu, nus comme ils étaient, il fallait qu'ils sèchent comme ça. Ils sont restés là et c'est maintenant vers le matin, quand le soleil était en train de se lever, que le papa là ouvre la porte. Le papa ouvre la porte, il demande aux autres enfants d'aller appeler leurs parents qu'ils veulent voir. Les autres enfants, ils sont seulement habillés, ils sont rapidement partis, chacun de son côté. Pendant ce temps alors, il avait dit aux parents de l'enfant, là où vous êtes là, l'enfant, il ne doit même pas rester plus d'1 heure dans ce village-ci. Prenez-le, vous partez avec lui, mais qu'il ne prenne rien, même pas ses sandalettes, là où il est là, parce qu'apparemment on lui avait donné quelque chose d'autre à porter, il n'a même pas reporté ses habits comme ses amis, on lui avait donné quelque chose d'autre à porter, on a dit que là où il est là, je trouvais lui les vêtements de quelqu'un d'autre, il faut qu'il porte ça, même le caleçon, il ne prenne rien de ce qu'il a apporté là, que son grand-père ramène toutes ses affaires. Et on a un rituel à faire et il faut qu'on brûle et les cendres, on va verser dans la rivière ou je ne sais pas quoi.
Donc, il a dit, donc, les parents lui ont alors raconté qu'ils sont rapidement partis. Il était là comme ça, comme s'il était sous. On l'a rapidement amené, habillé, et il ne fallait pas le laver, il fallait qu'il reste avec ce qu'il avait sur lui jusqu'à ce qu'il arrive en ville, dans la fumée là, et puis l'eau avec laquelle on avait tapé là. Et le grand-père, le monsieur l'avait apparemment remis quelque chose au papa. Il a dit qu'ils tiennent ça dans la voiture. Ils sont rapidement partis. C'est comme ça qu'ils sont arrivés en ville. Maintenant, quand ils arrivent alors en ville, le gars, il dit que pendant, parce qu'on lui a demandé que, ok, et qu'est-ce que tu avais alors vu? Il dit que pendant longtemps, il ne se pas souvenu, mais pendant longtemps, il a fait des cauchemars, il s'est réveillé en pleine nuit, il hurlait et tout ça. Donc, le grand-père, à partir du village, continuait à envoyer des trucs, dont on envoyait les traitements, qu'il boive ceci, qu'il se purge avec ceci, qu'il se lave avec ceci. Pendant un bon bout de temps, il a perdu une année scolaire comme ça. Pendant un bon bout de temps, parce qu'il fallait absolument le récupérer. Et le grand-père de l'autre village avait dit qu'il ne fallait pas qu'il vienne au village pendant un certain temps. Ses parents ont dit que mon frère, tu ne mets même plus les pieds. C'est la partie là qui lui a fait vraiment mal parce qu'il adorait son grand-père. Il l'aimait beaucoup. Bon, son grand-père venait en ville, mais je crois que retrouver son grand-père au village, la sagesse, les bavardages, les histoires que son grand-père lui racontait et tout ça. Alors, ce qu'il fait plus tard, il dit que c'est plus tard que petit à petit, c'est d'abord un rêve qu'il a commencé à revoir ces êtres-là, des pieces of, des, des petits morceaux de ce qu'il avait vu venaient comme ça, petit à petit. C'est comme ça que petit à petit, il a commencé à voir. On dit que, gars, mon frère, qu'est-ce que tu as alors vu? Il nous dit que quand il s'était baissé, il est resté, il a vu. Il dit qu'il a vu des êtres. Il y avait un, par exemple, il était en train de marcher sur sa tête. Il avait les mains, il marchait avec les mains, ses pieds étaient en l'air. Il y avait un, non, il dit que l'être là ressemblait à quoi? C'était comme si c'était une tortue. Il avait son ventre, c'était comme si la carapace au niveau du ventre, c'était comme une tortue. Mais c'était un être humain, sa tête était en bas. Ses mains, c'est comme s'il n'avait pas d'épaule, comme si ses mains sortaient, un peu comme si ce sont les pieds, non? En tout cas, je me souviens encore bien. Attends, il y avait un autre, il dit qu'un autre, lui, il avait une tête comme si c'était la tête d'un bouc. Un être humain qui a le museau là, un peu comme si c'est un bouc en même temps. Il a le torse d'un humain et le reste du corps, c'est un cheval. Oui, c'était le cheval. Il y avait un autre, il avait au niveau du visage, c'était comme si c'était le bec. Ça, à partir du nez, ça venait comme si c'était le bec. Mais je me souviens plus très bien de ce qu'il disait. Je crois qu'il avait les longues mains. Je crois que c'est celui-là qui avait les très longues mains qui touchaient presque le sol et tout ça. Il avait des pieds arqués, très arqués. Et il y avait un autre, il nous a dit qu'un autre, lui, c'est comme s'il avait seulement au niveau des épaules, il n'avait pas le cou, il n'avait pas la tête, mais sa tête était au niveau de sa poitrine. Les yeux, la bouche, une bouche et un nez très épaté, c'était au niveau de sa poitrine. C'était au niveau de sa poitrine, il avait un gros ventre, il avait aussi des longues mains, et il marchait, ses mains traînaient à terre et tout ça. Un autre, je ne sais pas, c'était des trucs horribles. Alors, bien sûr, nous, on était en médecine, donc on nous demandait un peu, attends un peu, bon, tu as déjà vu les trucs, les films sur la mythologie grecque, les Zeus, Poséidon, les patati patata, là, tu vois, il y avait les centaures, il y avait les cyclopes. Justement, il disait qu'il y avait un qui avait l'œil, il avait un visage long comme ça, il avait un œil au milieu, il avait quatre mains. Il avait quatre mains, 2 pieds, qu'il était très grand de taille. Il avait un truc, mais il n'était pas plus grand que les autres. Il était grand de taille, légèrement plus grand que les autres en fait, parce que celui qui était plus grand, c'était apparemment celui qui était le cheval. Bon, je ne sais plus comment appeler ça. Donc, il nous expliquait un peu ces trucs-là. Donc, on lui disait que, attends, tu as vu la mythologie grecque, par exemple, et tout. Il dit que, en fait, il a toujours pensé un peu à ce qu'il a vu et surtout l'horreur qu'il a ressenti, le fait qu'il a senti comme si on tirait son cœur. Il dit que, bien sûr, il a vu les films grecs quand il était petit et tout ça. Mais il n'a pas compris. Parce que si maintenant il voit par exemple, et nous on a confirmé, parce que si on voit par exemple un centaure en train de courir en route, on sera plutôt émerveillé et nous allons tous sortir les appareils photo pour filmer. Que waouh, voilà un homme moitié cheval, moitié truc. Mais c'est en fait, ces êtres-là viennent avec une puissance spirituelle qui peuvent te rendre fou à leur vue. En fait, c'était ça le truc. Il dit qu'il y avait quelque chose d'autre. Ce n'était pas seulement ce qu'il a vu, mais la puissance ou bien l'énergie, ou bien je ne sais pas quoi.
il dit que c'est ça, c'est ce qu'il a. Il ne sait pas quoi. Parce que même s'il voit encore, même quand il voit souvent des films, un truc comme ça, il voit un truc qui lui rappelle un peu ce qu'il avait vu. Il y a plus ce choc, cette horreur-là, en fait. Et bon, il nous a un peu parlé comme ça et tout ça. Donc, c'est comme ça que l'histoire finit. Il y a les aides il a cité quelques aides. Bon, je crois que j'ai oublié beaucoup. J'ai oublié beaucoup de descriptions qu'il nous avait données. Et donc, c'est comme ça la famille, l'histoire qu'ils avaient racontée. Donc, s'il vous plaît, quand vous allez dans les villages, vous allez dans les endroits, on vous dit que ne faites pas... Bon, lui, on ne lui avait pas dit, ce sont les gars du village qui avaient lui montré quelque chose. Peut-être que ces gars étaient initiés à quelque chose, ou bien quand ils sont au village, on les lave avec les choses, on les protège déjà de l'impact de certaines choses. Mais lui, il n'avait pas ça, il n'avait pas ces protections-là. Peut-être qu'on ne l'avait pas lavé au puget, ou bien vacciné dans la fumée, ou bien les trucs du village. Lui n'avait pas ce truc-là. Ça fait que quand ça l'a touché, ça l'a vraiment touché. Malheureusement, quand ça l'a touché, ça l'a vraiment touché. Donc, pardon, faisons attention. Tu arrives quelque part, les gens disent qu'on marche à Soto-Mouton ici. Avance seulement à Soto-Mouton, tu sors de la zone là. Donc, ne discutons pas trop. Et justement, Laura, j'ai toujours beaucoup pensé à ce fait-là, le fait que tu vois un truc, d'où vient cette horreur-là. Et je me suis souvenu je crois que c'était dans le livre d'Enoch, ou bien dans le Nouveau Testament, quand les anges ont dit que les fils de Dieu sont descendus sur la terre, ont fait les enfants avec eux, ont pris des femmes parmi les filles de l'homme et tout ça. Ils ont trouvé qu'elles étaient très belles et tout. Ils ont fait les enfants. Ces enfants étaient les Néphilim et tout ça. Patata. Maintenant, quand il y a une partie où on explique, on dit que les enfants qui sont nés, il y avait des géants, il y avait men of old, comment on appelle encore ça? Donc, c'était comment dire, les héros de l'ancien temps, quand on parlait des Goliath et tous ces gens, les géants, ceci, tel a fait cela, Poséidon a fait ceci. Donc, quand on explique souvent, quand on explique à partir là, on dit bien que ils faisaient aussi commis des abominations avec les animaux et que quand les hommes les voyaient, il y a un endroit où on dit que quand les hommes les voyaient, le choc était tellement violent que tes cheveux pouvaient blanchir, tu pouvais devenir fou. D'autres mouraient même sur place. Donc, c'est dans cet endroit-là que je me demande si les êtres que parfois on voit dans nos forêts, dans nos trucs, ce ne sont pas ces êtres-là. Ils sortent parfois, bien, ils se rendent visibles. Parfois, quand ils sont en train de passer, on les voit et puis on dit que quelqu'un est devenu fou en les voyant. Parce que c'est écrit dans la Bible que les cheveux se blanchissaient et les hommes pouvaient mourir sur place ou devenir fous. Et les cheveux se blanchissaient. Donc, allez un peu vérifier la famille. Franchement, ce que nous voyons, peut-être, ce sont ces êtres-là, en fait, que nous sommes en train de voir de part et d'autre. Je ne dis pas qu'ils sont tous de la même provenance, parce que le monde est mystique. Ok, DMGTV, merci beaucoup. Merci pour votre patience à tous. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Ok, notre histoire encore de mon père. En ce moment, on était dans la même maison, dans le même salon. Et mon vieux, lui, c'est quelqu'un qui ne dort pas trop la nuit. C'est quelqu'un qui ne dort pas la nuit. Je ne sais pas comment il s'arrange, mais ce monsieur-là ne dort pas la nuit. Donc, c'est comme ça. Mon papa avait l'habitude de sortir. Il a un truc, genre comme tablette d'échecs, échecs et maths là. Il va s'asseoir sur la lumière au bord de la route vers la villa de son papa, qui est mon grand-père. En bas de lampadaire, il s'assoit là et puis il joue l'échec là avec l'ordinateur. Il joue jusqu'à ce que peut-être à 4h, il rentre. Il lève à 5h, il est parti au travail. Et c'est comme ça qu'il a l'habitude de faire. Et c'est comme ça un jour, nous on se lève le matin, on voit que la serrure du salon est cassée. C'est genre comme si la porte même a été fracturée. On se demande qu'est-ce qui se passe. Pourquoi la porte est fracturée? Parce que nous-mêmes on n'a pas su. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais on a vu le matin que la porte est fracturée. C'est comme ça on appelle sa femme, on lui demande qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez cassé la porte? Elle a commencé à se lever.
avec beaucoup de frayeur. Une souris avec frayeur que elle ne peut pas expliquer. Si ton papa vient à 17h, vous allez lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est comme ça, moi, tellement curieux que, à cause de vouloir savoir ce qui s'est passé, je ne suis pas allé quelque part, je l'attends. Quand je regardais, je rentre dans le salon, je regarde dans le chrono qui est là pour regarder le temps. C'est-à-dire que je cherche le temps jusqu'à 17h. Je sais que 16h30, 17h, le monsieur va venir. Donc, j'étais là. Quand le monsieur est rentré, et c'est comme ça, j'ai pris son sac. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il me demande quoi? C'est comme ça, le vieux va s'asseoir pour nous expliquer ce qui s'est passé. Il dit que la première fois, il a eu peur comme ça de sa vie parce que je rappelle que mon papa, c'est quelqu'un, il est toujours en vie. C'est quelqu'un qui est vraiment fort physiquement et c'est quelqu'un qui n'a pas qui n'a pas peur. Et c'est comme ça, il dit qu'il s'est levé, il allait jouer les échecs là. Il allait jouer à échecs. Et bon, il est sorti à 23h, il est revenu. Il était là dans la maison jusqu'à 1h, il est ressorti encore. Parce qu'il n'arrivait pas à dormir. Donc il dit bon, il a pris l'échec. Il va aller jouer. Il était assis là, il jouait l'échec. Et un coup, il a vu qu'il y avait une musique qui jouait. La musique des gens du nord, des Aoussa là, qui est en train de jouer. Et la musique joue pour venir vers où il est. Il se laisse sa tête, il voit personne, mais il voit que la musique, il entend la musique qui joue. Jusqu'à la musique est arrivée à son niveau, la musique est restée là. La musique jouait. Lui, il entendait la musique, mais bon, il a regardé, il n'a vu personne. Donc, il ne s'est pas occupé. Si c'est un esprit, bien, il s'est pas occupé. C'est comme ça. La musique, il a vu que la musique continuait de jouer jusqu'à la musique est partie. Donc, il dit, il a baissé sa tête. Il a eu l'impression qu'il y a quelqu'un qui le regarde. Il se lève sa tête, il voit personne. Il voit partout est noir. Donc, il y avait un petit couloir qui était là. Il regarde, c'est gens comme s'il a vu l'ombre de quelque chose. L'ombre. Petit ombre, comme ça. Sa tête a commencé à grossir un peu. Donc, il s'est ressaisi. Il a continué à jouer. Il a eu l'impression encore que la personne le regardait. Donc, il dit, bon, attends. Il va se lever pour partir. Donc, c'est comme ça. Mon vieux s'est levé. Mon vieux, il veut dire, quand il dit mon vieux, chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit vieux, ça veut dire mon papa. C'est-à-dire que celui qui m'a mis au monde, c'est mon père que j'appelle le vieux. Ça, c'est comme ça, il s'est levé. Il a commencé à marcher. Et il y a un mendier qui est là, que moi, un jour, il va vous expliquer encore un truc qui s'est passé là. Donc, c'est comme ça. Le vieux, il a eu l'impression que quand il marche, il voit qu'il y a un nombre qui le suit. Il regarde. C'est comme si le truc s'arrête. Mais il voit petit ombre. Il marche, il voit que l'ombre est en train de se précipiter. Soudainement, la peur l'a envahi. Et il a commencé à marcher. Donc quand il est arrivé devant sa porte, c'est comme si c'est un truc qui voulait l'attraper. Et c'est comme ça qu'il a pris la force. Il a ouvert la porte, serrure-là est gâtée. Et quand il s'est retourné, il a pris sa main par derrière, donné un coup de poing à la porte. Et c'est comme ça la porte a condamné. C'est-à-dire que la porte, il n'y avait plus de serrure. Mais la porte était condamnée, c'est bloqué. Et c'est comme ça qu'il a commencé à trembler. Et sa femme est sortie. Il était assis au salon là. Il a commencé à trembler. Elle lui parle. Il n'arrive pas à répondre. Jusqu'à ce que, quelques minutes après, il puisse aller, le truc puisse se calmer un peu. Et il allait, il s'est endormi légèrement.
Après ça, il a laissé la vie, puis il est parti au travail. Donc lui, il ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, quel est l'esprit, quel est l'homme. Peut-être que à chaque fois quand il sort, il les gêne dans les activités. Donc, ils ont voulu l'effrayer ou bien ils ont voulu lui faire du mal. Donc, il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé au juste. Et là, s'il y a quelqu'un aussi qui peut savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement à ce moment précis, ok, c'est ce qui s'est passé. Et c'est un truc qui est réel. Merci beaucoup. Portez-vous bien, aimez, partagez et likez. Faites attention, dans la nuit, il y a trop de choses qui se passent. Trop de choses qui se passent. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Salut DMG, c'est comment? J'espère que tu vas bien. Bonjour la communauté DMG. DMG, c'est possible, si tu peux flouter ma voix, ça me ferait beaucoup plaisir. Parce que l'histoire que je vais raconter, c'est ma propre histoire. Alors que je vous parle là même, j'ai vraiment peur de la raconter parce que c'est un truc qui est un combat qui n'est pas encore fini. Je suis celle qui avait raconté l'histoire du fils de sa grande soeur qui avait le gros ventre et tout, qui persistait. Malheureusement, l'enfant est décédé il y a là 1 mois. Alors juste pour vous tenir au courant des actualités. Ok, voici mon histoire. Je suis une jeune fille camerounaise. La maman d'une fille de 2 ans. Je suis tombée enceinte quand j'étais dans un pays européen. Pas préciser le pays. Ma grossesse de base n'a pas été une grossesse très facile. Ça a été compliqué au niveau que j'ai dû arrêter l'école, j'ai dû arrêter le travail. Parce que j'avais trop de complications. Du genre, je vomissais à tout moment, j'avais craché, j'étais presque toujours sur le lit. C'est-à-dire qu'on m'avait quasi sur le lit. Bizarrement, ma grossesse a duré 10 mois. Pendant le début de presque fin de 10 mois, vous savez, vers 8-9 mois, l'enfant bouge beaucoup. Et ma fille dans mon ventre était un enfant agité. Jusqu'à présent, elle est toujours agitée, elle est gravement agitée. Dans mon ventre, elle était constamment agitée. C'est-à-dire que je ressentais les coups à chaque minute, chaque seconde, je ressentais les coups. Alors, vers la fin du 10e mois, je ne sentais plus rien. J'avais plus de coups, plus de... C'est quand peut-être une femme enceinte, quand l'enfant respire, le ventre fait un peu, ça monte, ça descend là. J'avais plus ces sensations. Comme je l'ai posé au début, j'étais couchée. Alors, ma journée se résumait peut-être à regarder mon ventre, parler avec elle et tout. Alors, elle ne bougeait plus. Elle ne bougeait plus, rien, aucun geste, rien. Alors, je me suis rendue à l'hôpital, dans lequel on m'a précisé que ma fille ne respirait plus dans mon ventre. On m'a programmé pour enlever, pas le fœtus, mais l'enfant dans mon ventre. Pour ça, quand j'étais au 10e mois de grossesse. C'est comme ça que je rentre à la maison. Ma maman, paix à son âme, là, elle est décédée il y a quelques mois. J'explique à ma maman, voici ce que le docteur a dit. Et il m'a dit de passer demain pour enlever l'enfant de mon ventre. Et elle a commencé bien à pleurer. Maman s'est levée. Elle s'est levée de sa chambre. Elle est venue, elle a ouvert ma porte. Elle m'a dit, lève-toi. Elle a pris mes frères et sœurs. Elle nous a menés au salon. Maman, c'est quelqu'un d'abord que... C'était quelqu'un que... La prière est dedans. Mais aussi traditionnellement, elle ne laisse pas aussi sa culture africaine. Je sais qu'elle mélangeait les deux ensemble, les écoles du village et les prières. Pour elle, c'était comme c'était un mélange qui donne.
C'est comme ça qu'elle a pris les écorces qu'elle avait dans la chambre. Elle a allumé le charbon. Elle a mis dans un plat à inox. Elle a brûlé ça. Ma maman m'a couvert avec le pain. DMG, le pain. Elle m'a couvert, m'a mis dedans. Ma maman a évoqué tout ce qu'elle pouvait invoquer ce jour-là. On sait que Dieu, et que tout ce qui est invocable pour me sortir de ma situation, ma maman a invoqué ce jour. Et qu'on a fait une prière de 2 heures. Et que j'ai inspiré, et que j'ai bouffé la fumée là. J'ai bouffé cette fumée bien. Après qu'on a fini de prier, elle m'a dit d'aller dormir. Je n'ai pas dormi, j'ai même de pisser. Je suis venu pisser. Le gland, il y a un gland qui est sorti. J'ai dit, maman, il y a le gland qui est sorti. On appelle ça le tube de, c'est pas, tube de l'utérus, si je ne me trompe pas. Elle me dit, pas dormir, demain matin, tu pars à l'hôpital. Elle allait dormir. Dans les prières, elle a dit carrément, elle n'a rien fait à personne. De bas, parce que je suis la bonne enfant qui est née prématurément. On est toujours que les enfants nés prématurément accouchent aussi tôt. Mais moi, j'avais à dépasser ma limite. Et que mon matin a prononcé les mots là-bas. Le matin, je me lève. Je mets mon pain. Je devais bien pleurer la nuit. Parce que je partais enlever l'enfant que j'ai accepté garder. Parce qu'il n'est pas avorté, il a accepté garder 10 mois dans mon monde. J'arrive à l'hôpital. On me reçoit. Je lui ai dit, je suis venu faire enlever l'enfant. Comme de base, je ne peux pas pousser l'enfant quand même parce que l'enfant est derrière moi. On devait de moi de base, me faire une chirurgie pour enlever le fœtus de mon corps. Pas le fœtus, l'enfant de mon corps. L'infirmière prend, elle voit mon carnet, me dit, entre d'abord, je te fais scanner. J'entre, on me met dans une salle, on met les trucs sur moi et tout. Désolé, c'est un peu long. Et après, elle vient, elle me prend, me met dans la salle de scanner. Elle scanne, elle dit, elle me dit, madame, je respecte que vous êtes venue avec votre valise parce que vous avez bientôt accouché. J'ai dit, non. Je suis venue hier, on m'a dit que l'enfant est décédé et tout vient à l'idée. Elle me dit, non, ton enfant est en bas, il est presque en train de sortir. Je prends mon téléphone, j'appelle ma maman, en pleurant que maman, pardon, il faut venir. Elle dit que c'est quoi, maman? Là où tu me vois, là, on dit que je suis en train d'accoucher. Elle dit que comment? Elle dit, maman, pardon, il faut venir. Une heure après, mon os, ma poche d'os se perce. J'ai des contractions quelques temps après. Ma maman arrive à l'hôpital. J'étais en salle. L'enfant, je pousse, l'enfant ne sort pas. Et que je pousse, ça ne sort pas. Parce que j'étais forcé d'aller d'abord aux toilettes pour pousser personnellement de la manière... ceux qui ont accouché, je pense que vous pouvez comprendre la manière que je dis. Je me suis recouché. J'ai perdu du sang. J'ai dit que pour accoucher, c'était compliqué. Les médecins sont entrés, je n'arrivais pas. Je poussais, un temps que je poussais, ma maman était en train de prier. Et que je pousse, ma maman prie, je pousse, elle prie, je pousse, elle prie. À un moment donné, je ne sais pas où j'ai pris la force, j'ai poussé, j'ai senti que je me suis déchiré en bas. Et quand c'est passé, je vous jure que je savais, dans mon âme, je savais que je pensais, pas que ça, c'est que je partais personnellement pour moi, je partais. Ma fille, quand elle est née, elle n'a pas pleuré pendant presque 5 minutes. Moi, j'ai demandé à Dieu, papa, pardon, laisse-moi partir. C'est le mot que j'ai à dire, papa, pardon, laisse-moi partir, mais que l'enfant s'y reste. Dernier, quand ma fille a commencé à crier, j'ai fermé mes yeux en pensant ne pas me relever. J'ai accouché à 20h. J'ai fermé mes yeux pensant ne pas me réveiller. Bizarrement, à 2h, je me suis réveillé sur mon lit. 2h, et avant de tomber,
Il y avait 6 médecins sur moi. DMG, il y avait 6 médecins autour de moi. J'avais perdu du sang. Je me lève à 2 heures. C'était comme un rêve, DMG. Je me lève et tu vois mon enfant. Mon enfant était, putain, il était noir. Je sais pas si tu connais les enfants qui est déjà mort-nés là. La couleur de peau là. Ma fille avait le teint là. Parce que ma maman se moquait même. DMG, ma maman, quand je me suis levé, elle a commencé à prier sur moi. Le matin, je me suis levé, j'ai porté mon bébé. Le médecin est venu dans ma chambre, surpris de me voir debout. Il ne s'attendait pas à me voir debout sur mes pieds en train de porter ma fille. Il m'a dit, maman, tu es forte. Après une semaine à l'hôpital, je suis sortie. Ma fille, du jour qu'elle est entrée dans la maison familiale, jusqu'à ce qu'elle est sortie, qu'elle avait 6 mois pour rentrer au Cameroun avec ma mère. Ma fille ne dort pas la nuit, DMG. Ma fille ne dormait pas la nuit, DMG. Tout ce que ma fille mangeait, elle vomissait. Elle mange, elle vomit, elle mange, elle vomit, elle mange, elle vomit. Bizarrement, 2 mois après sa naissance, on est allé chez ma tante, ma maman. Pour la première fois dans l'histoire, ma fille a dormi la nuit sans se lever. En fait, 2 jours là-bas, les 2 jours là, j'ai compris que maman, chez moi là où je suis là, non, et mes parents là, c'était pas simple. Mon histoire personnellement, non, c'est long. Là, il me reste avec ma fille parce que pour moi-même personnellement là, de prendre le temps de te raconter ça un peu, par chapitre. C'est comme ça qu'on rentre à la maison, même pas 2 mois après, désolé, je suis sauté. 2 semaines après la naissance de ma fille, une boule commence à sortir de ses seins. Ma grand-mère me dit genre non, les filles souvent le sein pousse, le lait sort, c'est normal. Et pas sur mon pédiatre de ma fille, il me dit que non, c'est normal et tout. Je ne sais pas ce que même presque une pommade. Je mets la pommade, ça continue à gonfler. Je mets, ça continue à gonfler, continue à gonfler. DM, je deviens folle. C'est ma fille est costaud comme ça là. C'est dur, rouge et dur. Pendant ce temps, ma fille, sa couleur, 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines après, ça a commencé à revenir. Elle est devenue bien brune. À un moment donné, je me lève le matin, je vois que ma fille a gonflé, pas vraiment. Il dit que maman, là c'est grave, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit comment, lève-toi, part, on voit son pédiatre. J'arrive chez le pédiatre, le pédiatre me dit carrément qu'il n'a jamais vu ça. 30 ans de métier, il n'a jamais vu ça. Que là, vous êtes là, non. Appelez l'ambulance, vous courez seulement à l'hôpital. Donc je ne sais pas ce que ça là, je ne sais pas ce que c'est. Et j'arrive à l'hôpital, j'arrive à l'urgence, il y avait tellement de gens. Ma fille était en train de pleurer, tout en train de pleurer. L'infirmière vient, j'explique à l'infirmière que voici telle, elle voit ma fille. Et qu'elle me fait sauter la ligne. On me prend en priorité. J'arrive, on inscrit ma fille, on dit que maman, j'espère que tu as bien les choses, parce que là, tu ne peux pas rentrer. On doit examiner ta fille profondément. J'étais ma maman. Elle là, c'était bon. C'était mon Dieu sur cette terre. Je dis que vrai, c'est que ma fille est là où elle est là maintenant, là. C'est à cause de ma mère. Je reste à l'hôpital. La première nuit, les médecins entrent, ils sortent, ils entrent, ils sortent, ils entrent, ils sortent. Les MJ ne connaissent pas. Je me dis encore mettre des trucs de code de ma fille. Parce que ça que ça va se passer, rien. Même moment, ma famille au pays, quand j'ai dit que maman, l'enfant a fait 3 jours l'enfant à l'hôpital, on ne connaît pas ce que l'enfant a et tout et tout. Les MJ ont commencé à faire les réunions des appels de groupe de prière. Appels groupe de prière et jeûne. DMJ. 3e jour de jeûne. Je suis là, je suis couché de lit d'hôpital, ma fille. Je touche de bébé, je sens un truc liquide qui glisse, un truc brillant. Je touche. Je me lève, DMJ, c'est le puits et le sang. Et c'est ça que je crie.
Les médecins arrivent. L'enfant était là comme si genre, elle n'avait pas de matière. Comme si l'enfant là, elle n'avait pas les problèmes. C'est comme ça que on vient, on la traite. Ils prennent l'échantillon, ils partent à la boire avec, ils ne voient pas ce que c'est. Ils me disent même pas souvent que le word de problème, ça arrive souvent à la femme, à la mère, mais pas à l'enfant. 3 jours passent encore. Après, on sort. Ils me disent de revenir quelques jours après pour l'opération. On devait recoudre, parce que ça s'est déchiré. On devait recoudre sa poitrine et tout. Ils ont mis un truc, mais après un bandage et tout, mais après on devait recoudre ça. On a recousu. Je sais que je peux pas prononcer les gens responsables parce que c'est pas un truc qui est fini. C'est pas un truc qui est fini. J'ai une tabou pour dire aux mamans, aux mères, aux je sais pas quoi. Quand tu as presque 9 mois, on te dit que ton enfant est maman, ne laisse pas. Ne tente pas de faire tes trucs que tu dis que tu laisses tomber. Dis que tant que c'était pas à cause de ma mère, ma fille n'était pas là maintenant. Ma fille a bientôt 2 ans. Je suis mère d'une fille de 2 ans. Une fille que quand je regarde ma fille souvent comme ça, je dis que maman, tu sors de loin. Et la personne qui a voulu prendre mon enfant, bizarrement, quelque temps, ils ont raté mon enfant. Ils ont dû prendre mon cousin. Il leur fallait quelqu'un. C'est mon cousin qui ont dû le prendre. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et si je te raconte, je vais essayer de t'envoyer les voices. Où il s'est passé que tu ne postes pas ça avant mercredi. Moi-même, personnellement, je vais raconter ça là. Du début jusqu'à la fin. DMG. Et que DMG, le vidéo est mauvais. C'est tes proches qui veulent te tuer. C'est pas loin. Moi, je remercie le Seigneur là maintenant aussi que ma fille est vivante. Ma mère n'est plus là pour me protéger, mais là maintenant, c'est sur le derrière de ma fille. Merci à tous et dès que je vais t'envoyer notre voice pour raconter d'autres histoires. Merci pour l'histoire. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez liké, commenté, partagé. Surtout, envoyez vos histoires au numéro à l'écran. C'est le +237 655 81 90 17. Et on va jouer ici sur YouTube. Passez une très bonne journée. Surtout, priez avant de dormir. Ciao.